Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, ce 14e épisode de Rejour si mes calculs sont bons. 14e épisode, ça passe déjà super vite, et le premier épisode dédié aux 8e de finale de l'Euro qui se sont ouverts hier soir, qui ont démarré hier soir, avec deux très belles rencontres, franchement, deux matchs super enthousiasmants, qu'on va débriefer ici, et enfin je vous donnerai pour terminer ma preview des deux matchs du soir, Belgique-Portugal et Pays-Bas-République tchèque. Alors on commence avec Danemark-Pays de Galles, c'était la première rencontre, à 18h, non pas à Copenhague pour une fois pour les Danois, mais à Amsterdam, à la Johan Cruyff Arena. Et un match qui a donné tout de suite plein d'énergie, plein d'enthousiasme, c'était un plaisir de retrouver les Danois, et on a eu un beau match. Je pense que ce qu'on va vite oublier, vu le résultat final, le Danemark qui l'emporte 4-0, faut-il le rappeler, mais ce qu'on va vite oublier, c'est que ça n'avait pas super bien démarré pour le Danemark. Pendant un quart d'heure, ils ont eu beaucoup de mal à avancer autrement qu'avec du jeu long. Ils étaient un peu à la recherche des seconds ballons, mais c'était leur seul vrai circuit. Et dans l'autre sens aussi, le Pays de Galles a réussi à trouver pas mal de passes verticales dans le dos de leur milieu et ont été assez menaçants autour de la surface. Bale par exemple en profite, allume deux mèches, deux ou trois frappes depuis l'extérieur de la surface, un tir notamment qui passe pas loin. Et mine de rien, sur les 20 premières minutes, sur cette séquence initiale, on a 7 tirs pour le Pays de Galles, un seul pour le Danemark, ce qui traduit assez bien le rapport de force qu'on a observé pendant ce début de match. Alors ça restera un bref épisode de la rencontre comme on l'a évoqué parce que ce 7-1, ce 7 tirs à 1, sur les 70 prochaines minutes, il va se transformer et sur les 70 prochaines minutes, on aura un 15-4 pour les Danois. Ça finit à 4-0 assez logiquement. Au niveau expected goals, il y a une grosse différence aussi. Et puis l'écart de niveau était énorme. Les Danois, ils vont réussir les matchs les plus aboutis collectivement du tournoi sans doute, voire le meilleur match collectif du tournoi. On en rediscutera. Et du coup, la question c'est, qu'est-ce qui a changé ? J'ai envie de dire, en tout cas initialement, pas grand-chose. Je pense que ce qu'on a vu, c'est pas des choses qui nous ont particulièrement surpris si on a vu les premiers matchs du Danemark. On les a un peu vus faire ce qu'on les voit faire depuis 2 semaines. Toujours beaucoup de contre-pressing et de débauche d'énergie sans ballon. Toujours beaucoup d'appels, de joueurs disponibles entre les lignes et de débauche d'énergie avec ballon. Déjà ça dit beaucoup de choses. Toujours à la recherche systématique du troisième homme aussi, c'est-à-dire le joueur libre face au jeu. D'abord on fait la passe à un joueur plus avancé pour toucher en remise un troisième homme qui est lui face au jeu, en tout cas dans une position préférentielle. Ça on l'a beaucoup vu sur une séquence en particulier, je suis un peu frustré de ne pas pouvoir vous montrer les images animées, mais c'est vers la 70-75e minute, une séquence où le Danemark combine 3 recherches de troisième homme consécutives. Alors ça, un petit peu comme ce qu'on voit depuis le début. Du jeu en remise bien ajusté, des joueurs dont les mouvements sont complémentaires aussi, ça je pense super important dans leur jeu de position, dans leur animation avec ballon, des joueurs dont les déplacements sont complémentaires, c'est-à-dire qu'ils se rendent dans les poches d'espace libérées par leurs partenaires, toujours très intelligents, même les joueurs qui n'ont pas le ballon, très intelligents dans leur vision des appels, des contre-appels faits par les partenaires pour aller se positionner dans ces poches d'espace. Ensuite, avec ballon toujours très délicat dans le jeu combiné, pas de temps perdu avec des transmissions qui seraient un peu imprécises. Les ballons, ils arrivent très souvent sur le pied du receveur, par exemple. C'est précis, c'est naturel, c'est super agréable à voir. Et enfin, toujours autant de courage en possession, plutôt que de balancer quand ils sont mis sous pression. Il y a de la prise de risque qui est payante de la part des défenseurs relanceurs. Alors, c'était pas le dernier point, parce que le dernier, pour moi, il englobe un petit peu tout ça. On a commencé à l'évoquer en disant tout ça. C'est toujours autant de variété tactique, ça c'est indéniable. Le jeu intérieur, comme sur cette magnifique passe de Joachim Meile pour Damsgaard, ça c'est sur l'ouverture du score, mais aussi le jeu renversé, du flanc droit à flanc gauche par exemple, à nouveau à destination de Joachim Meile, pour trouver ses appels tranchants, à la fois du jeu intérieur, du jeu extérieur, toutes les zones du terrain sont utilisées, et ça donne quelque chose d'assez spectaculaire, qu'on revoit avec plaisir pour la 4e fois en 2 semaines. Donc comme on l'a dit, ça c'est toute la partie qui n'a pas changé, mais sur la partie qui a changé, qui permet au Danemark de se sortir de ce premier quart d'heure un peu raté, il y a, je pense, un ajustement qu'on doit mettre en lumière, c'est le changement de position d'Andreas Christensen. Alors, vous l'avez peut-être vu, il démarre défenseur central, le Danemark commence à 3 centraux, et au bout de 15-20 minutes, il glisse au milieu. Il va densifier la zone de Delaney et Højbjerg, et ça lui permet à la fois de neutraliser le pressing gallois, et de verrouiller leurs joueurs qui sont trouvés entre les lignes. On a parlé sur le premier quart d'heure de ces joueurs avancés, Bale, Ramsey, Dan James, qui sont trouvés entre les lignes derrière le duo Højbjerg-Delaney. Là,
d'un coup, toutes ces passes commencent à échouer et on n'a plus ces positions de tir avantageuses trouvées par les Gallois. C'est un des meilleurs ajustements micro-tactiques du tournoi, je pense, peut-être le meilleur pour l'instant, et surtout, il est réalisé très très vite. Je pense que ça, c'est un gros coup de chapeau à donner à Kasper Hjulmand, le coach du Danemark. Réaliser cet ajustement tout de suite au bout de 15-20 minutes, et surtout quand on voit les résultats derrière, à quel point c'était bien senti. Peut-être que c'est quelque chose qui était déjà réfléchi, imaginé, peut-être que on commence le match sur ce dispositif, avec l'idée très vite qu'on va sans doute ajuster, qu'on peut ajuster. Christensen en plus avait joué milieu de terrain, notamment sur le match contre la Russie, peut-être pas sur l'ensemble des 90 minutes, mais sur une bonne portion de cette rencontre aussi, pour apporter plus de menaces devant, un petit peu de créativité aussi avec cette frappe qui avait fait mouche contre la Russie. Il avait fait 3 frappes, c'était le record du match aussi contre la Russie. Donc voilà, Christensen plutôt habitué de cette zone, mais un très bel ajustement qui a fait ses preuves. Et en parlant de preuves, encore une, que cette équipe a de belles ressources, a de la profondeur et de la suite dans les idées. Donc ça, c'est ce que je me suis noté. Après le reste, au-delà du collectif et au-delà des idées, le reste c'est entre les pieds des individus. Et là, Damsgaard a fait un super match, comme à son habitude. Les centraux ont fait de très bons matchs aussi, peut-être qu'on peut les mettre en valeur dans une rencontre que tu remportes 4-0, peut-être pas nécessairement les joueurs que tu vas sortir du lot, mais il y a 4 blocs pour Vestergaard, 3 pour Kjær, aucun autre joueur de la partie, Danemark et Pays de Galles confondus, on en a plus de 2, donc ils sont vraiment sortis du lot dans leur défense de la surface, je les ai trouvés très bons dans ce registre. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Joachim Mehle qui fait un excellent match, Braithwaite qui fait un excellent match, et Kasper Dolberg ensuite, ça va sans dire, un doublé dont ce premier but qui vaut très cher, non seulement parce qu'il est difficile à mettre depuis une position compliquée, mais aussi parce qu'il valide totalement le renversement de physionomie qui était en train de s'opérer. Je pense que ça compte pour beaucoup, quand tu prends l'avantage là-dessus, ça t'ouvre ensuite tout le reste de la partie, et on peut même parler de Cornelius qui fait de mon point de vue plutôt une bonne entrée. Voilà, ça c'est les points individuels. Je pense que ça m'a permis de réfléchir à quelque chose, notamment quand je pense au très bon match de Braithwaite et au bon tournoi de Braithwaite pour l'instant. J'aime bien l'Euro pour ça et j'aime bien les compétitions internationales d'été pour ça. C'est quelque part, ça offre une nouvelle opportunité à des joueurs qui sont parfois sur le cours de la saison régulière, pas nécessairement moqués, mais on va dire pas tout à fait considérés, peut-être à leur juste valeur ou en tout cas considérés d'une autre manière. Et là, ils ont la possibilité de réécrire leur histoire, de changer un petit peu la perception qu'on en a. Braithwaite aujourd'hui, ce sera plus le super sub, un peu le joker, parfois raillé du Barça. C'est aussi le gars qui a fait un très bel Euro. Ça j'aime bien. J'aime bien voir des joueurs sortir un petit peu de leur costume habituel et prendre un petit peu la lumière. C'est super mérité pour Braithwaite qui a fait vraiment un très beau tournoi pour l'instant. Vivre une parenthèse qui change le regard qu'on a sur eux. Voilà, c'est ce que je me suis noté. C'est un petit peu mieux dit comme ça peut-être. Alors la note de cette partie, du coup, j'ai mis 16 sur 20. Après ce premier quart d'heure dont on a discuté, c'est plus aller que dans un seul sens, donc ça empêche peut-être la note de monter trop haut, mais je me voyais pas mettre plus bas non plus, parce que je me suis vraiment éclaté devant ma télé. Ce Danemark sort pour moi la performance collective la plus aboutie du tournoi. Je pense qu'il y a d'autres équipes qui ont fait d'autres choses mieux, mais collectivement, sur la variété, sur le côté spectaculaire, très abouti, vraiment, j'ai pas vu mieux pour l'instant. Ils ont montré un petit peu tout ce qui fait du foot un sport riche à la fois en spectacle, mais aussi en valeur. C'était juste un énorme plaisir. Alors voilà, vous me direz la note que vous mettez pour cette rencontre dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment, mettez-la et peut-être argumentez-la un petit peu. Pourquoi ça? Pourquoi pas plus? Pourquoi pas moins? Qu'est-ce que vous attendez du Danemark aussi pour la suite? Je pense qu'il y a des choses intéressantes à lire autour de tout ça, donc n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à enrichir l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir de voir discuter là-dedans. Mais ça, c'est une première chose, donc. Et ensuite, le deuxième match, Italie-Autriche. Alors, Italie-Autriche, un match très serré, tendu pour cette Italie, une rencontre qu'on imaginait peut-être si on n'avait pas vu l'Autriche, j'ai envie de dire si on n'avait pas vu l'Autriche sur cette première phase de tournoi, mais même si on l'avait vu, peut-être qu'un match qui restait en tête, au-delà de ses belles performances contre la Macédoine, contre l'Ukraine, c'était ce match contre les Pays-Bas où lorsque le niveau en face s'était un petit peu élevé, on les avait vus moins brillants et du coup on pouvait peut-être se reposer là-dessus pour se dire que contre l'Italie ça allait être compliqué. Franchement non, franchement pendant une bonne partie de la rencontre, ils auraient mérité d'accéder au quart de finale et je pense qu'il y a eu vraiment deux problèmes majeurs pour l'Italie. Le premier, ils sont presque chronologiques ces problèmes, parce que le premier il s'est surtout posé pendant la première mi-temps, c'est tout ce qui concerne le secteur offensif, tout ce qui concerne le logiciel offensif de l'Italie quelque part. Pendant la première mi-temps, on a vu pas mal d'incursions, on a vu les choses que l'Italie avait réussi sur les premiers matchs du tournoi, on les a vus à nouveau, c'est-à-dire un énorme contre-pressing, du jeu vertical, tout ça fait de manière correcte, même de bonne facture je dirais, mais dans le dernier tiers, quand l'Italie se retrouvait dans le dernier tiers, c'était très pauvre, à l'image d'Immobilier qui a été techniquement désastreux, alors
il y a sa frappe sur le poteau qui déclenche, qui fait partie de son arsenal. On sait qu'il est toujours capable de sortir une frappe de l'extérieur de la surface très puissante, très précise. Il a cette qualité pour lui, c'est certain, et peut-être que ça va masquer un peu le reste de son match sur cette première mi-temps notamment, mais beaucoup d'approximations techniques, du jeu pas très précis, ce contrôle qu'il peut faire pour se mettre vraiment, pour aller chercher un contre un contre le gardien sur un long ballon, sur un ballon haut, qu'il rate totalement, il ne cerne pas vraiment la trajectoire du ballon. Ça a marqué, donc Immobilier assez décevant de ce point de vue-là, mais Berardi encore pire, et Insigne peut-être le pire des trois. Donc voilà, ce secteur offensif vraiment en très grande panne, et qui a empêché de convertir les bons mouvements initiaux, et surtout le contre-pressing super bien abouti de l'Italie. J'ai souvenir d'une séquence autour de la 18e minute, je me suis noté 4 fois de suite sur mes notes, 17-05, 17-15, 17-45, un truc comme ça. Il y a 3 ou 4 récupérations très hautes de l'Italie consécutives qui a pu enchaîner les séquences de possession dans le camp adverse, mais ce qu'on a retrouvé dans le dernier tiers, c'était beaucoup trop faible. Donc ça, c'était vraiment, je pense, le problème de la première mi-temps. Une première mi-temps où l'Italie rentre au vestiaire en ayant dominé la partie, avec beaucoup plus de tirs que l'Autriche, etc. Mais sans avoir réussi à trouver la faille. Ça, c'était le premier problème. Le second, il va voir le jour en seconde période, et il va être assez marquant aussi, c'est un énorme déficit d'énergie, qui a vu les Autrichiens totalement prendre le dessus sur des Italiens un petit peu cramés athlétiquement. Alors je pense que c'était encore plus visible dans l'entrejeu, pour la première raison déjà que c'est la zone motrice de l'Italie, c'est là où on l'attend la plus forte, c'est là qu'elle a vraiment impressionné sur cette phase de groupe, et sur le rapport de force qu'on pouvait imaginer, on avait du mal à penser une Autriche capable de rivaliser techniquement dans l'entrejeu par rapport à l'Italie. Et du coup, c'est pas tant techniquement qu'elle a rivalisé, même s'il y a eu quelques bonnes séquences, mais c'est surtout sur le volume, sur le capital athlétique. Je pense on va en reparler, mais voilà, cet entrejeu, ça a été très compliqué pour l'Italie. D'ailleurs, c'est la première zone qui est ciblée par Roberto Mancini sur ses changements. À la 67e, il sort Verratti et Barella pour faire entrer Pessina et Locatelli. C'est pas une surprise. C'est une zone où l'énorme volume de Schlager, qui fait un super match, Sabitzer, qui fait pas nécessairement lui un super match avec ballon, mais qui s'est jamais épargné sans, et bien sûr les deux accompagnés par Konrad Laimer, qui était toujours à son habitude, on va dire, aussi actif dans le pressing, dans le repli, dans les longues courses, sans ballon, mais aussi avec. Souvenir d'une percée en particulier, le long de la ligne de touche à droite, en seconde période. Donc voilà, on n'avait pas encore vu le milieu de terrain italien éteint, c'était une des petites merveilles de ce début d'Euro. Et en plus, avant sa sortie, le truc, c'est que Verratti fait pas un mauvais match. Alors j'ai vu certains chroniqueurs / polémistes imaginer un mauvais match de Verratti, de mon point de vue, pas tout à fait. Il réussit 3 tacles sur 4, 3 dribbles sur 5, a été présent dans les deux zones du terrain, a manqué peut-être un peu d'énergie, mais franchement, plutôt un bon match de Verratti. J'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Quelques bonnes transmissions verticales aussi, du danger apporté sur le premier acte. Et puis Jorginho réussit un des meilleurs matchs italiens, peut-être le meilleur match italien, très très présent, des stats folles pour lui aussi. Donc c'était pas vraiment un déficit individuel, si on accepte peut-être Nicolo Barella, qui lui a fait un match bien en dessous de ses standards, je dirais, qui est un des moins bons Italiens. Dommage, vu à quel point je l'apprécie subjectivement. Il était juste un petit peu débordé par l'énergie en face, je pense. Mais donc voilà, c'était assez marquant comme donne, ce côté débordé dans l'entrejeu. Je pense qu'on est obligé d'y lire quelque part un petit parallèle, une petite comparaison Bundesliga-Serie A, quand on regarde cette équipe d'Autriche très équipée en joueurs du championnat allemand, et l'Italie composée quasi exclusivement de joueurs du championnat italien. Alors la Serie A, c'est un super laboratoire tactique depuis plusieurs années maintenant. Je pense que si on est intéressé par le jeu, par les nouvelles idées, la réalité c'est que c'est un des championnats les plus intéressants depuis 2 ans peut-être. Et puis il y a des équipes qui sont capables d'un haut niveau d'intensité, bien sûr, il y a des exceptions, mais dans l'ensemble, je pense que si on fait la comparaison des deux, le tempo est quand même plus lent qu'en Bundesliga. On a moins d'équipes totalement fanatiques de pressing en Serie A qu'en Bundesliga. Maintenant, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ne pas faire de changement, c'est plus un signe de fraîcheur physique, c'est plutôt le révélateur de ton manque de profondeur sur le banc, de ta faiblesse quantitative, la faiblesse quantitative de ton effectif. Et c'est ce qu'on a vu du côté autrichien, le premier changement de Franco Foda, il arrive à la 90e minute. À ce moment du match, Mancini en a déjà fait 4. Ça situe un petit peu à quel point l'Italie était cramée physiquement, avait besoin de faire de changements, mais aussi à quel point ils étaient en capacité d'en faire, parce que le réservoir est plus fourni que le réservoir autrichien. Et à ce moment,
au moment où Mancini a 4 changements et l'Autriche fait son premier changement, la balance vient de commencer à s'inverser. Elle va s'inverser significativement en première mi-temps de prolongation, avec les 2 buts italiens. Et c'est en partie, même en très bonne partie, grâce à ces changements. La réalité, c'est que les 2 buteurs, c'est des changements. D'abord Chiesa, ensuite Pessina. Même Locatelli, qui est un autre entrant, il fait la pré-assist sur le premier but, sur le but de Chiesa, il fait la pré-passe décisive, il l'a fait pour Spinazzola, qui a ensuite fait un super renversement. Voilà, c'est le banc de l'Italie qui a fait la différence, et qui a d'autant plus fait la différence que son 11 s'est retrouvé assez vite cramé. Qu'est-ce que ça aurait été sans du vrai 109 sur le banc? Alors, il y a la réduction du score à la fin, 114e minute, cette tête premier poteau sur corner. D'ailleurs, je suis assez surpris que Kalajdzic soit en capacité de descendre aussi bas vu son gabarit, mais le suspense ne durera pas beaucoup plus longtemps. L'Italie s'impose finalement 2-1. Alors sur l'Autriche, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà qu'on a vu beaucoup de belles choses, et je pense comme prévu, on s'attendait à voir quelque chose de collectivement abouti. En tout cas, si on avait vu les matchs de l'Autriche sur ce premier tour, c'est ce à quoi on s'attendait. Maintenant, ce qui les a empêchés d'aller encore plus loin, et je pense qu'on peut saluer déjà leur prestation, tenir tête à cette Italie qui fait partie des cadors et faire plus encore que leur tenir tête. Ils sont à quelques centimètres de l'emporter, ce but refusé pour hors-jeu de Arnautovic. Ils ont bien mérité le maillot aujourd'hui, c'est notre dernière occasion de le porter. Mais donc si on s'intéresse à ce qui a manqué, la profondeur de banc comme on a évoqué, et aussi je dirais un petit défaut dans le dernier tiers, peut-être que le gros problème pour eux de ce match, c'est qu'il n'y a pas assez de frappe tout simplement. Ils auraient dû réussir à convertir leur supériorité physique du deuxième acte en des frappes sonnantes et trébuchantes, en vraiment du matériel tangible, de la vraie matière. Ils auraient dû réussir à convertir cette domination territoriale en plus de matière. Je pense que sur 120 minutes, la partie qui dure 120 minutes, l'Autriche doit être au-dessus de l'Italie pendant 50 minutes à minima, peut-être 60, peut-être un peu plus encore, mais elle finit pourtant à 15 tirs contre 27 pour les Italiens, et il leur a manqué cette capacité à transformer leur situation en de vrais tirs, en de vraies actions. Ça fait la différence, et alors du coup l'Italie a tremblé, comme on l'a dit, elle est à quelques centimètres de sortir. Sa série de clean sheet prend fin aussi. On va dire que c'est un avertissement, et vu l'impact des entrants, c'est peut-être aussi une petite incitation, un petit appel à Roberto Mancini pour modifier son 11. Par exemple, je suis pas vraiment sûr, alors je sais pas si tu changes tous les postes, mais je suis pas sûr de ce que tu perds en mettant Chiesa à la place de Berardi, et je vois par contre assez bien ce que tu gagnes. Donc voilà, je serais pas vraiment surpris de voir Chiesa à la place de Berardi en quart par exemple. Plutôt un bon match au final. J'ai mis 14 sur 20, vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire, mais globalement une très belle manière, j'ai trouvé, de lancer ces huitièmes de finale, ça fait plaisir. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui, on finit avec la séquence prono, c'est très rapide, simplement pour dire, pour se réjouir du fait qu'on ait fait 2 sur 2 hier, avec donc la qualif du Danemark et la qualif de l'Italie. Bon, c'était pas des grosses surprises nécessairement, donc ça c'est passé, les 2 premiers pronos sont passés. Si vous voulez tous les voir, je vous invite à aller regarder les 20 minutes de vidéo qu'on a consacrées à cette question. Je suis parti finalement sur la qualif de la Belgique après pas mal d'hésitations. Qualif de la Belgique et qualif des Pays-Bas, pas d'énormes surprises sur Pays-Bas-République tchèque, même si je pense que ça va être assez disputé, et j'en attends beaucoup de ce match. Donc voilà, je vous souhaite de très bons matchs à tous. Sur le combiné, ça donne un total à 2-10, comme vous le savez. Si vous voulez me rendre un bon service, que vous êtes majeur, vacciné, responsable, et que vous avez prévu de vous inscrire sur BetClick, n'hésitez pas à le faire avec le code promo Willou, ça m'aide toujours autant. Mais donc voilà, ça c'est pour la partie preview rapide. Je vous souhaite à tous de passer d'excellents matchs, les huitièmes continuent, il y aura une vidéo demain bien sûr à 7h comme d'habitude pour les débriefer. C'est toujours autant un plaisir de vous retrouver, c'est toujours aussi taxant physiquement, les enregistrements la nuit, le montage la nuit, mais ça fait toujours autant plaisir. Et en plus on est dans une super période là, les huitièmes de finale, les matchs coup près, les équipes qui sortent éliminées, nos 2 premiers quarts de finalistes, finalement dans quelques jours on se retrouvera avec 8 formations et ce sera allé assez vite. Donc voilà, très très heureux, tout se passe bien, j'espère que pour vous aussi. Je vous souhaite donc de passer une super journée, qui démarre pour vous peut-être, une excellente soirée, de très bons matchs, et on se dit à bientôt, prenez soin de vous, bisous.